Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, 59e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Des commémorations sans face dans un contexte de résurgence de la menace terroriste. Le président Roch-Marc Christian Kaboré a réitéré son appel à l'unité de la nation. Lancement du projet Youth Connect au Cameroun, projet qui doit permettre la création de 5000 emplois pour les jeunes d'ici 2022. La plateforme entend mettre en relation les jeunes et les investisseurs. Et 8000 micro-projets vont bénéficier des subventions de l'État au Congo. Un financement dans le cadre du projet Lissungi. L'opération a été lancée ce 10 décembre à Brazzaville par le Premier ministre Clément Mwamba. Mais tout d'abord, nouvelle grande manifestation en Guinée. La foule a envahi les rues de Conakry ce 10 décembre à l'appel du Front national de défense de la Constitution qui regroupe l'opposition politique et une partie de la société civile. Une mobilisation importante mais pas de chiffres officiels. Les manifestants se disent toujours opposés à un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé, le chef de l'État qui a lancé en septembre dernier des consultations sur la Constitution. Le Burkina Faso a commémoré ce mercredi le 59e anniversaire de son accession à l'indépendance. Des célébrations sans faste cette année dans une période troublée. Le pays plus que jamais confronté à la menace terroriste. Le président Roch-Marc Christian Kaboré s'est d'ailleurs adressé à la nation. Un message axé sur la question sécuritaire. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Le Burkina Faso a célébré sans faste ce mercredi 11 décembre 2019 à Tinkodougou le 59e anniversaire de son accession à l'indépendance. Alors que le pays fait face à une situation sécuritaire difficile, cette échéance a été l'occasion pour le président Kaboré de s'adresser la veille à la nation. Celui-ci, dans un discours télévisé, a formulé son adresse autour de deux défis majeurs, au nombre desquels la restauration de l'autorité de l'État. C'est de restaurer l'autorité de l'État central, garant de l'unité et de l'indivisibilité de la nation, tout en mettant à bien le processus de décentralisation afin de garantir l'épanouissement des communautés vivant dans nos collectivités. Pour ce faire, le président Kaboré a invité les Burkinabés à faire face à leurs responsabilités, lesquelles devront s'appuyer sur la promotion d'une justice garantissant l'égalité de tous devant la loi. Le second défi reste bien entendu la promotion du vivre ensemble par le rejet de toutes les formes de discrimination. Ces dérives dommageables à la cohésion sociale sont de nature à compromettre notre quête permanente d'unité nationale. Nous devons, sans désemparer, poursuivre la construction du dialogue social, du dialogue interreligieux, intergénérationnel, ainsi que le dialogue des cultures indispensables à la pérennisation d'une culture de la paix. Débutée le 9 décembre par une série d'activités officielles, la commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance a pris fin ce mercredi par une grande parade civile et militaire. Défilé à l'issue duquel le flambeau de l'organisation de l'édition 2020 incombera à la région des Cascades pour abriter les festivités du 60e anniversaire. Ce jeudi 12 décembre, les Algériens élisent leur nouveau président. Une élection dans un climat de contestation. Des milliers de personnes étaient encore rassemblées ce mercredi dans la capitale pour exprimer leur refus du scrutin. Un scrutin auquel concourent 5 candidats, Abdelaziz Belaïd, Ali Benflis, Abdelkader Bengrina, Azzedine Mioubi et Abdelmajid Tebboune. 24 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce jeudi avec une grande inconnue, l'abstention qui pourrait être particulièrement élevée. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a reçu ce 10 décembre son prix Nobel de la paix, une récompense pour ses efforts de réconciliation avec l'Érythrée. Lors de la cérémonie, le chef du gouvernement éthiopien s'est voulu rassembleur avec un plaidoyer en faveur de l'unité. Car si le rapprochement a été initié avec l'Érythrée, l'Éthiopie n'a jamais été autant minée par les conflits ethniques. Gladys Mamba. Il est le plus jeune dirigeant d'un État en Afrique et vient d'être primé à 43 ans, prix Nobel de la paix. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a reçu cette prestigieuse distinction le 10 décembre lors d'une cérémonie à Oslo en Norvège.
Un prix pour saluer ses efforts déployés dans l'accord de paix historique, signé en juillet 2018 avec l'Érythrée, pour mettre fin à des décennies de conflits frontaliers, un acte accompli seulement 3 mois après sa prise de fonction. J'étais un jeune soldat lorsque la guerre a éclaté entre l'Éthiopie et l'Érythrée. J'ai été témoin de la laideur de la guerre dans les batailles de première ligne. Il y a ceux qui n'ont jamais vu la guerre, mais la glorifient. Ils n'ont pas vu la peur, ils n'ont pas vu la destruction ou le chagrin, ni ressenti le vide lugubre de la guerre après le carnage. Tout en appelant au rassemblement, le leader éthiopien a pointé du doigt les failles qui favorisent, selon lui, l'instabilité de la région. Nouvelle menace croissante dans la Corne de l'Afrique, caractérisée, d'après lui, par la soif de suprématie des groupes militants et par l'expansion des superpuissances mondiales dans la zone. Nous ne voulons pas que la Corne de l'Afrique soit un champ de bataille pour les superpuissances, ni une cachette pour les marchands de terreur et les courtiers de désespoir et de misère. Cette récompense reste néanmoins en demi-teinte pour le Premier ministre Abiy Ahmed, rattrapé par la réalité du terrain. Bien que ces réformes progressistes reçoivent des éloges sur la scène internationale, le processus de rapprochement entre l'Éthiopie et l'Érythrée peine à se concrétiser. Plusieurs postes frontières importants sont de nouveau fermés et la question du tracé des frontières reste encore en suspens. Guillaume Soro, bientôt de retour en Côte d'Ivoire. L'ancien président de l'Assemblée nationale a annoncé son retour pour le 22 décembre. Annonce faite par l'un de ses proches, Alain Lobognon, ce mercredi à Abidjan. Il devrait officialiser sa candidature à l'élection présidentielle de 2020, mais également lancer son mouvement Génération et Peuple solidaire, créé le 26 juillet dernier. Guillaume Soro revient d'Europe, où il a animé plusieurs rencontres politiques avec ses partisans. Le chef de la MINUSMA à Kidal a été expulsé, décision prise par les autorités maliennes. Le diplomate français Christophe Sivillon avait déclaré bienvenue à la délégation du Mali lors d'un congrès du MNLA. Des propos laissant sous-entendre une différenciation entre Kidal et le reste du Mali. Un véritable dérapage selon le gouvernement malien. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari, commenté par Aïssatou Bari. Le Français Christophe Sévillon, diplomate onusien, a été déclaré persona non grata et expulsé par les autorités maliennes. Dans un discours prononcé lors du congrès du MNLA, Mouvement national de libération de l'Azawad à Kidal, mouvement armé indépendantiste, le désormais ex-chef du bureau local de la MINUSMA, qualifié des délégations nationales de délégations venues du Mali, créant la polémique sur la ville de Kidal. Le gouvernement du Mali, par la voix de son chef de la diplomatie, condamne ce dérapage. Le Premier ministre et tout le gouvernement ont décidé de déclarer persona non grata le chef du bureau régional de la MINUSMA à Kidal. Le responsable de la MINUSMA dispose de 24 heures pour quitter le territoire de la République du Mali. Cette expulsion fait suite à plusieurs sorties sur les réseaux sociaux de citoyens maliens demandant le départ de Christophe Sévillon. L'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle avaient fait de même via des communiqués dans lesquels elles ont expliqué leurs exigences par la sortie qu'elles qualifient de maladroite de représentants de la MINUSMA. Le chef de la MINUSMA, dans un tête-à-tête avec le ministre des Affaires étrangères, tout en prenant acte de la décision de l'État malien, appelle au dialogue. Pour moi, il y a un incident qui est arrivé. De mon côté, la décision a été prise pour mettre fin à cet incident. Au moment où je suis ici au ministère, tout ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, cette affaire est déjà derrière nous. Et nous travaillons pour l'avenir. Beaucoup de Maliens ont vu dans cette déclaration une volonté de séparer Kidal du Mali. De plus en plus, la situation de la ville de Kidal, qui échappe au contrôle de l'État depuis l'intervention française, est décriée. Au Cameroun, l'Elecam, l'organisme en charge des élections, a rendu public ce 9 décembre les listes de candidats validés pour les scrutins de février 2020.
451 listes ont été retenues, mais celles de l'UPC, l'Union des populations au Cameroun, ont-elles été rejetées? Le parti a déposé des recours devant le Conseil constitutionnel. Corinne Kamsefem. Au lendemain de la publication des listes des partis politiques devant concourir pour les législatives et municipales du 9 février 2020 au Cameroun, l'heure est aux réclamations auprès du Conseil constitutionnel. 451 listes ont été retenues au titre des législatives et 549 listes pour les élections municipales. S'agissant des législatives, 17 listes de 10 partis politiques ont été rejetées pour dossier incomplet, défaut de cautionnement. Parmi les recalés, l'Union des populations du Cameroun, UPC, parti historique de l'opposition camerounaise qui, pour la même élection, a introduit 2 listes différentes. Nous avons pris l'option d'aller aux élections. Nous avons aussi appris qu'il y avait des listes parallèles. Nous sommes sereins parce que nous avons la légitimité et les CAM doivent gérer ça. Le Conseil constitutionnel, où l'on retrouve d'éminents magistrats, doit gérer ça. Il faut qu'on nous dise si un pays peut fonctionner sans loi, si un pays peut exister sans législation. D'autres recours ont été émis par le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, la formation politique du leader Cabral Libi, qui souhaite pérenniser les résultats obtenus lors du scrutin présidentiel d'octobre 2018. À Douala, une ville considérée comme l'un de ses bastions, plusieurs listes ont été rejetées sur la base de raisons infondées selon le parti. Le motif évoqué, c'est le non-paiement de cautionnement, alors que nous avons les quittances de paiement. Nous considérons qu'il y a certainement eu mépris sur le cas spécifique de Voriès. Maintenant, il y a d'autres cas, notamment dans la Léquier, dans la Meufo à Famba, où le Conseil électoral n'a pas donné une suite à ces requêtes, mais nous les avons déposées au Conseil constitutionnel et nous avons bon espoir que le Conseil va se saisir et valider. Ce sont au total 35 formations politiques qui sont en lice pour les 180 sièges de députés et les postes dans les 360 mairies que compte le Cameroun. Selon la loi électorale, les candidats disposent de 2 et 5 jours respectivement pour les législatives et municipales pour déposer leur recours avec un verdict final qui sera rendu le 18 décembre par le Conseil constitutionnel. Et le Cameroun a lancé ce 9 décembre le Youth Connect, projet très attendu et destiné à favoriser l'emploi des jeunes. Il s'agit d'une plateforme virtuelle où les jeunes sont mis en réseau et peuvent rencontrer les investisseurs et autres partenaires du développement. Le projet devrait également permettre la création de 5000 emplois d'ici 2022. Un sujet de la rédaction. Le Youth Connect représente une niche pour la jeunesse camerounaise. Lors du lancement de cette plateforme à Yaoundé, il était question pour le gouvernement camerounais de connecter 1 million de jeunes à des opérateurs économiques. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a appelé à l'implication de tous pour l'avenir des jeunes au Cameroun. À ce titre, l'encadrement de notre jeunesse en général et son insertion socio-économique en particulier figure parmi les priorités gouvernementales. Youth Connect est une plateforme destinée à stimuler l'entrepreneuriat des jeunes, la création d'emplois et la cohésion sociale. Grâce à cette initiative, les jeunes peuvent pleinement mettre leurs compétences au service du développement économique du Cameroun. Nous avons constaté que les jeunes de 15 à 47 ans ne savent pas répondre à cette question dans les entreprises. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je sais faire? Et Youth Connect va nous permettre de valoriser ce que nous apprenons dans le secteur, dans les arts et métiers en fait. Le projet Youth Connect va permettre la création de 5000 emplois d'ici à 2022 et la formation de 100 000 leaders qui seront des ambassadeurs de paix et de cohésion sociale. Youth Connect a été créé en 2012 et est aujourd'hui présent dans 12 pays africains. Un sujet de Nathalie Mou. Et au Congo, à présent, le Premier ministre Clément Mwamba a initié ce 10 décembre l'opération Lisungi, un programme de financement de micro-projets. 7403 micro-projets ont déjà été déclarés éligibles à Brazzaville. Les bénéficiaires vont pouvoir initier des activités génératrices de revenus, notamment le petit commerce, les activités agro-pastorales ou encore la pêche. Reportage de notre correspondant Eva Panzou.
Alain Pémissi habite le quartier PK dans le 7e arrondissement Filou. Il s'est rendu à la banque ce mardi 10 décembre 2019 afin de percevoir 2 tiers du financement qui lui a été offert dans le cadre du programme d'activité génératrice de revenus devant le Premier ministre et chef du gouvernement. Cet argent lui permettra d'augmenter le chiffre d'affaires de son activité de vente de boissons et de grillades. J'ai été retenu par le projet Lissoumy. Ils m'ont demandé de venir ici. Ils m'avaient promis 250 000. Et j'ai reçu 150 000. Ça va m'aider d'augmenter quand même mon chiffre d'affaires. Comme Alain, 5209 autres ménages de Brazzaville et du Poul verront leur micro-projet être financé à hauteur de 250 000 francs CFA en 2 tranches. Le lancement de l'opération de financement de 8000 projets générateurs de revenus par le Premier ministre ce mardi 10 décembre 2019 à Brazzaville vise à améliorer les conditions des ménages vulnérables. Les subventions que vous allez recevoir ne sont ni remboursables, ni le fruit d'une loterie. C'est un appui du gouvernement et de ses partenaires pour vous permettre d'investir dans le bien-être et l'éducation de vos enfants. À ce jour, 7403 micro-projets ont été déclarés éligibles à la première tranche de financement, dont 5210 ménages pour Brazzaville et Ngangalingolo et 2193 ménages pour Dolisie et Pointe-Noire. Notons que le financement de 8000 projets générateurs de revenus avait été annoncé par le président Denis Sassou Nguesso devant les 2 chambres du Parlement le 29 décembre 2018. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.